L'homme se révèle face à l'obstacle. C'est une évidence, pour nous c'est un peu plus. C'est une réalité de tous les jours. La Première Guerre mondiale a fait des millions de victimes dans les tranchées. De retour du front, les mutilés défilent dans les rues de Paris pour exiger l'augmentation de leur pension. Envahissant l'espace public, le handicap devient une réalité sociale incontournable. La Première Guerre mondiale motive un certain nombre d'actions, à la fois de réparation et de compensation du handicap. Rapidement mise sur pied, cette politique de rééducation ne profite pourtant pas à tout le monde. Tandis que les uns sont des héros dont on essaie de réparer les corps à grand renfort d'exercice, les infirmes civiles victimes de maladies sont soumis au regard gêné et à la curiosité malsaine. L'acquisition de leur déficience, elle est due au hasard, c'est pas de chance, ils ont attrapé une maladie comme la tuberculose, la poliomyélite qui était fréquente à l'époque, et avec aussi la crainte finalement que leur malformation, leur difformité entre guillemets puisse être contagieuse. Rejetés par la population, relégués dans des hospices, on les considère comme des damnés, des incurables. Les invalides étaient laissés à peu près à l'abandon. Enfin, ils étaient dans leur famille, croupissant plus ou moins. Il n'y avait pas véritablement de prise en charge. C'est pour se dresser contre cette injustice que naissent les premières associations de personnes handicapées. Clotilde Lambourreau, Jeanne Henry, Jacques Dubuisson et André Tranois, tous les quatre atteints de poliomyélite, se rencontrent dans un centre de soins à Lausanne. Ensemble, ils décident d'agir et fondent en 1933 APF France Handicap, initialement sous le nom d'APF, Association des paralysés de France. Ils n'ont pas d'argent, aucun relais dans l'opinion, mais une devise chevillée au corps, risquer l'impossible. C'est le début de la prise en main du sort des personnes handicapées par les personnes elles-mêmes. Regard enflammé et inspiration visionnaire, André Tranois sera le président charismatique de l'APF pendant un demi-siècle. Dans le premier éditorial du journal Faire Face, le journal fondé dès sa création par l'association, il résume son ambition. Être des hommes au sens plein et sublime du mot, malgré ou grâce à notre infériorité physique. Il commence à y avoir une forme de renversement de la question de l'infirmité qui n'est pas que négative, qui n'est pas que fatalité et dont on peut sortir grandi, dont on peut faire quelque chose et être donc un homme au sens, ou une femme au sens plein et sublime du mot. Mais la Seconde Guerre mondiale vient briser cet élan. Comme l'écrira André Tranois, il plane sur la France une obscurité angoissante qui défie les prévisions. Dans cette période sombre, les personnes handicapées payent un lourd tribut. Dans cette lettre, André Tranois exhorte pourtant les chefs de groupe à poursuivre leur effort. Sous peine de compromettre nos efforts, il faut développer l'APF. Elle est plus que jamais utile. Après ce séisme, la libération fait souffler un vent de légèreté. Pressentant cette soif de loisirs, l'APF multiplie les colonies de vacances initiées dès 1936. Ceux qu'on appelle les PR, les paralysés et les rhumatisants, profitent également de ces petites cures de bonheur, signe d'un nouvel esprit des temps. Dans la ravissante et accueillante localité de Razay, dans la Haute-Vienne, pour la première fois, handicapés et valides vivent ensemble. Avais-tu déjà quitté tes parents? Oui. Pour aller dans un hôpital? L'association commence à se structurer. Dans des vieilles bâtisses ou demeures familiales qu'on lui prête,
l'APF ouvre ses premiers centres de formation. Au Jard, à Baume-les-Dames ou à Étueffont, on s'y forme à la couture, à la reliure ou à la cordonnerie. Et en promenade, comme au travail, les pères prouvent qu'ils veulent faire face. Faire face, c'est la devise d'une époque qui va révolutionner la vie des personnes handicapées. Comme on était un peu dans le désert des prises en charge, effectivement, il fallait commencer par des choses un peu élémentaires et pragmatiques. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'on peut apprendre quelque chose de ça. On n'est pas fichu. Et ça, c'est le collectif qui permet de construire ça. 4 au départ, ils sont désormais tout un réseau. Comme le racontera André Tranois, l'APF ne serait rien sans l'énergie de ses membres. Moi, je ne crois pas non plus les gens qui diraient « moi, j'ai toujours eu du courage ». Je crois que tout le monde a des moments de découragement. Mais précisément, je crois aussi à la contagion du courage. Dans les années 60, leurs assistantes sociales spécialisées sillonnent le territoire, aussi bien les villes que les campagnes reculées. Elles recensent les situations et bâtissent une expertise de terrain. Et pour faire circuler l'information, l'association généralise un moyen de communication inventé dès l'origine, les cordées. Les cordées, c'était finalement des cahiers qui circulaient par voie postale, qui donnaient des nouvelles des uns et des autres, donnaient des informations sur des soins, sur des appareillages. Voilà, et ça préfigurait un peu les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Près d'1 million d'handicapés moteurs en France. Le saviez-vous? Voulez-vous les aider? Leur témoigner votre solidarité? Dans cette adresse solennelle au grand public, le délégué départemental du Doubs rappelle une nécessité incontournable, trouver de l'argent. La création de la sécurité sociale en 1945 ne suffit pas à couvrir tous les besoins. Il faut aussi faire appel à la générosité publique. Les quêtes organisées chaque année vont financer l'essor de l'association. Une nouvelle période s'ouvre. Dans le contexte de reconstruction et de plein emploi des 30 Glorieuses, l'ère est à la réintégration des personnes handicapées dans la société, et particulièrement dans le milieu du travail. L'État change de position. Le diminué physique n'est pas un diminué professionnel. Il peut être un ouvrier parfaitement rentable pour un industriel quel qu'il soit. La loi Gazier, défendue par l'APF, est votée en 1957. Elle emploie pour la première fois l'expression « travailleur handicapé » et instaure un quota de 10% de mutilés de guerre et d'infirmes dans les entreprises. Pour leur offrir un cadre adapté, l'association crée les premiers ateliers protégés. En fauteuil roulant ou marchant avec difficulté, ce sont des réadaptés que nous avons retrouvés au centre des reclassés professionnels d'Ablon. C'est donc en travaillant que vous avez retrouvé espoir dans la vie? En c'est en travaillant que j'ai trouvé espoir, vraiment, oui. Et depuis que je suis ici, quand même, vous savez, la vie a bien changé. Pour accompagner ce mouvement, l'association bâtit des établissements spécialisés s'adressant à tous les âges. À l'écoute de leurs besoins, ces centres médico-scolaires promettent un avenir aux enfants qui ne sont pas accueillis à l'école. C'est une ère culturelle qui croit à l'éducation séparée. Il n'y avait pas véritablement de volonté de ségrégation, mais il y avait la croyance qu'en séparant, on apporterait davantage de réponses ajustées à des besoins particuliers. Assez vite, ces associations ont créé d'autres structures, soit des structures simplement de vie, des foyers de vie. Le foyer René Bonnet, qui a été lancé en 1961 par l'Association des paralysés de France, est destiné à recevoir 45 grands infirmes dont le handicap est tel qu'aucune réinsertion sociale ou professionnelle ne peut être envisagée. Car jusque-là, jusqu'en 1961, les grands infirmes vivaient dans des hospices
où il cohabitait avec des vieillards et des débiles mentaux. Je pense qu'il faut multiplier des foyers de ce genre pour grands invalides. C'est tout de même la solution la plus humaine pour tous ceux qui ne peuvent absolument pas vivre chez eux, surtout avec les allocations très faibles qu'il y a actuellement. À l'aube des années 70, les personnes handicapées ne veulent plus être des objets de soins, mais des sujets de droit à part entière. S'amorce une volonté d'émancipation nouvelle.